Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Simon Dulmage, Mutation et déterminisme chez Bourdieu, Épistémologie de la sociologie de l'art de Bourdieu, 2014. Béatrice Jeannotfourcaud, Antoine Delcroix, Marie-Paul Poggi dire Contexte, effet de contexte et didactique des langues, 2014. Yannick Brunpicard, Plus loin que le développement durable, la durabilité, 2014. Jean-Michel Lebeau, Éléments d'écologie humaine, 2014. Claude Giraud, Qu'est-ce qui fait société, 2014. Nicole Rollins, Manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle. Tome 4, Poussée d'émancipation et violence colonisatrice, 2014. Khosrow Maleki, Introduction à la sociologie du mécontentement social, 2014. Jean Penef, Howard S. Baker. Sociologue et musicien dans l'école de Chicago, 2014. Jean-Michel Bessette, Être socio-anthropologue aujourd'hui, 2014. Alexandre Daflon, Il faut bien que jeunesse se fasse. Ethnographie d'une société de jeunesse campagnarde, 2014. Jean Penef, Howard S. Baker. Sociologue et musicien dans l'école de Chicago, 2014. Dominique Martin, Relations de travail et changement social, 2014. Thomas Pierre, L'action en force et les forces en action. Sociologie pragmatique des forces, 2014. Citation. La vertu dans une république, c'est une chose très simple. C'est l'amour de la République, c'est un sentiment, et non une suite de connaissances. Le dernier homme de l'État peut avoir ce sentiment comme le premier. Quand le peuple a une foi de bonne maxime, il s'y tient plus longtemps que ce qu'on appelle les honnêtes gens. Il est rare que la corruption commence par lui. Souvent il a tiré de la médiocrité de ses lumières, un attachement plus fort pour ce qui est établi. Montesquieu de l'Esprit des lois, livre 5, chapitre 2. Dédicace. À mes parents sans qui rien n'aurait été réalisable. À mes grands-parents qui veillent. Aux vacanciers de Bel Air qui m'ont permis il y a très longtemps, de tomber amoureuse des débats politiques. Remerciements. Cet ouvrage est issu d'un mémoire de recherche écrit de septembre 2013 à mai 2014 au sein de Sciences Po Lille et d'Audencia Nantes. Je tiens tout d'abord à remercier Sébastien Jakubowski, encadrant de ce mémoire pour ses conseils, son soutien, sa confiance et surtout sa disponibilité permanente sans lesquelles ce projet n'aurait pu être mené à bon port. Toute ma gratitude va à Pierre-Yves Néron, qui m'a fait l'honneur d'examiner ce travail et d'en écrire la postface. Je remercie aussi très chaleureusement Bertrand Venard pour son aide académique précieuse. Mes remerciements s'adressent également à toutes les personnes interrogées, les élus et le membre du Conseil d'État pour leurs témoignages et leurs apports réels quant à la rédaction de ce mémoire. Un grand merci à ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce mémoire. À mes parents pour leur constant soutien moral, leur patience et leur aide quant à la rédaction. À Alice Ledray et à Marie Vallée pour leurs précieux conseils, leur présence à chaque étape de ce travail, leur amitié de toujours. À Morgane Hiron, Mike Urgjian, Léa Bazin, Jean-Nicolas City, Johan Leclerc, Édouard Dallène, Louis Martin, Romain Racousseau et Joël Ouzé pour leur correction finale et pertinents conseils. At last, but not least, thank you to Dennis for your patience sur Serenity. You have been a real support. This book is a little bit yours too. Sommaire. Couverture. 4e de couverture. Logique sociale. Titre. Copyright. Citation. Dédicace. Remerciements. Sommaire. Préface.
Avant-propos. Introduction. Première partie: démocratie, corruption et transparence financière, les trois concepts en jeu. 1.1. De la légitimité de traiter de la corruption dans un régime démocratique. 1.2. Les formes de corruption. 1.3. Corruption et transparence financière. Deuxième partie, la multiplication des affaires et les réactions politiques. 2.1. Les affaires ou le lien clair entre corruption politique et obscurité financière. 2.2. 2013, l'année des mesures politiques. 2.3. Les acteurs principaux de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Troisième partie: 2013, année du changement en termes de transparence financière. Tout reste à prouver. 3.1. Plusieurs hypothèses de travail. 3.2. Les méthodes adoptées. Quatrième partie. Une haute autorité qui reste faible, bien que renforcée, et des élus engouffrés dans la peur d'une transparence financière trop grande auprès du citoyen. 4.1. Entre commission et haute autorité. Des évolutions entre progrès et stagnation. 4.2. Des blocages persistants pour les élus concernant la transparence financière. Cinquième partie: de potentielles futures pistes de recherche. 5.1. Autour du cumul des mandats. 5.2. Limiter l'autocensure et renforcer les compétences des politiques. 5.3. Le rôle décisif des médias et des citoyens. Conclusion générale, pour une métamorphose de l'action politique. Postface. Bibliographie et sources. Questions juridiques, aux éditions L'Harmattan. Adresse. Préface. Mademoiselle Céline Caël propose dans cet ouvrage une analyse tout à fait précise et documentée d'une importante question portant sur le fonctionnement de notre démocratie, celle de la transparence financière. Celle-ci produit une réflexion tant conceptuelle qu'empirique remarquable, qui enrichit la connaissance sociologique et politique sur les représentations des acteurs politiques et des institutions envers ces principes. Céline Caël s'intéresse ainsi en particulier aux mesures prises par le pouvoir politique en 2013 pour enrayer, au cours des dernières années, une succession d'affaires politico-financières ayant affecté la classe politique française, tous bords politiques confondus. Comme celle-ci le montre, l'année 2013 est très riche d'une actualité sociale, politique, législative et juridique en la matière. Ce point de départ lui sert pour développer une réflexion scientifique plus globale sur la notion et les formes de corruption, en insistant sur la corruption financière. Toute la question se pose pour l'auteur de savoir si ces dispositions de 2013 sont en mesure de pouvoir enclencher une vie politique en France plus saine et sereine de ce point de vue. À l'aide d'une méthodologie rigoureuse et notamment de rencontres avec des responsables politiques et administratifs, l'auteur montre toute la difficulté de ces mesures de 2013 à pouvoir, pour le moment, induire durablement un renouveau dans le rapport entre transparence financière et élus politiques, journalistes, observateurs. L'actualité riche et dense de l'été 2014, les premières publications depuis son installation de la Haute Autorité pour la transparence financière de la vie publique, sur ce plan, montrent combien ces acteurs se cherchent encore et éprouvent des difficultés à positionner correctement le curseur entre transparence démocratique et voyeurisme, tentation de la publication totale et analyse plus fouillée, confusion entre déclaration du patrimoine et conflit potentiel des apostrophes, intérêt entre les diverses fonctions exercées. Il faut reconnaître que cet ouvrage tombe à point nommé dans une période trouble, où la succession des affaires politico-financières de tous bords ne sont pas sans venir alimenter la crise de confiance envers et à l'égard du politique. La tentative de moralisation de la vie politique par une plus grande transparence est-elle pour autant la réponse la plus appropriée ? Notre société, notre démocratie ont actuellement un besoin important de politique, du politique et de la politique. Longtemps, les observateurs ont pu croire que la succession des affaires rendait compte, du moins contribuait à alimenter, avec d'autres symptômes comme la hausse de l'abstention, la montée des votes contestataires et la crise de l'engagement tant collectif qu'associatif, la crise, voire la fin du politique. Au contraire, celle-ci démontre l'utilité forte d'une régulation appuyée et sereine du fonctionnement démocratique par une fonction politique légitime, puissante.
C'est sans doute parce qu'il n'a jamais été aussi faible que le politique succombe aux tentations. Renforcer la place et la puissance du politique, c'est aussi en démocratie empêcher que celui-ci ne soit attiré par des pratiques contraires à l'exemple attendu. Un politique fort, c'est aussi un politique mieux reconnu et davantage en situation de porter, parfois à contre-courant de l'opinion publique, les intérêts collectifs. Réinstituer le politique par davantage de transparence, entre autres moyens, apporte incontestablement des vertus. Le pendant de cela est pourtant la dimension contrôlante du diktat de la transparence. Ce n'est pas parce que certaines choses sont plus transparentes qu'elles sont plus claires. Courir après la transparence absolue, en dénonçant les indemnités des élus par exemple, c'est s'empêcher de voir d'autres choses, c'est se détourner de l'essentiel. L'ouvrage montre bien le souhait du pouvoir et des autorités publiques de tenter de compenser par la transparence le défaut parfois malheureusement constaté d'exemplarité dans les pratiques et dans les façons d'être. Mais en faisant cela, en banalisant ainsi et par là même la fonction politique, l'autorité publique et politique donne des arguments à ses détracteurs. Notre démocratie a aujourd'hui besoin de poursuivre l'assainissement du fonctionnement politique d'un point de vue financier. La transparence absolue n'est sans doute pas la réponse la plus appropriée. Les résultats de la recherche de Céline Kael mettent en avant les limites du modèle perçu tant par la haute autorité que par les élus qui expriment leur crainte d'une suspicion, d'une déconsidération généralisée, d'une impossibilité bureaucratique à pouvoir de toute façon tout contrôler et vérifier. Notre démocratie, notre vie politique a besoin de mieux fonctionner. Il est même nécessaire qu'elle fonctionne bien. Pour cela, au regard des affaires constatées, il est certainement besoin d'améliorer le contrôle financier des élus et de mieux gérer les possibles conflits d'intérêts dans le cadre de l'exercice des mandats politiques. Toutefois, la place de la transparence comme moyen pour y conduire mérite d'être réinterrogée comme le fait l'auteur. La transparence n'est certainement qu'un moyen qui doit s'articuler à d'autres pour mieux résoudre les problématiques identifiées. À notre sens, la combinaison de ces moyens doit bien conduire à un rehaussement, non pas seulement de la confiance portée aux politiques, mais de l'espoir dont est porteur le politique. Ces dysfonctionnements de notre démocratie rendent encore plus criant l'utilité sociale d'un politique réinstitué dans sa noblesse, dans sa puissance et surtout, dans sa capacité à pouvoir faire se ranger un peuple derrière des objectifs communs au service de l'intérêt général. Aujourd'hui, par une entrée trop technocratique et gestionnaire, par la promotion de certains préceptes du New Public Management aux dépens de certaines logiques institutionnelles traditionnelles, le politique donne le sentiment de ranger l'espoir derrière le pragmatisme, plus exactement d'oublier l'adhésion aux grandes finalités stratégiques et structurantes et de préférer la quantification, certes tout à fait nécessaire, des résultats court-termistes de l'action. Si les tableaux de bord sont utiles aux gestionnaires, ils ne doivent pas entraver le politique dans sa vision et dans sa capacité à produire puis à transmettre l'espoir. Pour ce faire, il est clair que seul un politique fiable y parviendra. C'est alors à ce niveau qu'intervient bien la transparence. Toute la richesse de l'intuition de Céline Kael est justement de poser les termes de ce débat au travers notamment de l'articulation théorique entre les processus de normalisation et de professionnalisation. En effet, derrière la transparence financière évoquée par l'auteur et ses dispositifs de contrôle, se cache en réalité le processus social de normalisation des attentes et des pratiques. Ce processus de normalisation tend à produire de la convergence et à accroître la symbiose d'un milieu social, le milieu politique, déjà relativement cloisonné et fermé. La normalisation pousse alors à la reproduction sociale. C'est ainsi que l'on peut expliquer pour partie les dérives constatées lors des affaires, de certains élus immergés dans ce milieu depuis longtemps et ayant perdu un certain sens des réalités. Pour y remédier, nous défendons l'idée d'une professionnalisation requise même si deux visions de la professionnalisation au métier politique sont possibles. La première est de considérer que les fonctions politiques nécessitent, au regard de la complexité des dossiers, des choix à opérer et de l'engagement nécessaire, une professionnalisation forte des individus qui suppose une structuration de la carrière, des rémunérations encadrées et certainement une limitation du nombre de mandats. La seconde envisage plutôt la fonction politique comme un passage dans une carrière professionnelle.
Cette vision permet d'aérer le milieu social par des compétences différentes mais exige, dans le même temps, des rémunérations attractives et la limitation de la durée des mandats. Dans les deux cas, et sans résoudre ici ce dilemme, il est toutefois possible de concevoir que la corruption serait socialement moins attractive pour les acteurs concernés. Ce travail, parce qu'il offre justement de poser ce type de débat, vient sans équivoque enrichir la lecture du fonctionnement de la démocratie analysée sous l'angle des principes visant à réduire les pratiques de corruption et de manque de transparence. Cet ouvrage, fort bien écrit, sera utile aux chercheurs, aux journalistes, aux élus politiques qui y trouveront des réponses et surtout, peut-être le principal en définitive, des questionnements, des enseignements à méditer et des pistes de recherche. En effet, la richesse de l'approche de cet ouvrage est également de nous inviter à dépasser son analyse en proposant par des recommandations, des pistes d'amélioration et en suggérant, sur le plan académique, des pistes scientifiques de recherche tant d'un point de vue empirique que théorique. À ce titre, si nous ne pouvons pas être certains qu'un tel ouvrage aidera à faire progresser les pratiques démocratiques, nous sommes au contraire certains qu'il apporte une connaissance à la recherche dans ce domaine. Sébastien Jakubowski, maître de conférences en sociologie à AgroSup Dijon et Duterre. Recherche. Chercheur associé au CLERC, Université Lily, CNRS. Et enseignant à Sciences Po Lille. Consultant en organisation et en stratégie à Lille Métropole. Avant-propos. Aussi loin que le regard de l'historien peut se porter, la corruption semble avoir rongé les sociétés humaines. Des royaumes indiens aux dynasties chinoises, de l'Empire romain à la jeune République américaine et à l'Ancien Régime, le bénéfice individuel a souvent primé sur l'intérêt collectif. En dépit d'un passé riche en cas cinglants et désespérants, le thème de la corruption fait peu recette dans les milieux académiques. Edwin Sutherland s'était déjà révolté en son temps contre l'indifférence de ses pairs vis-à-vis des crimes en col blanc, 1949-1989. Le sujet est pourtant de la première importance sociale, économique et politique. Ainsi, il a été montré que les pays connaissant une forte corruption étaient aussi parmi les plus pauvres que l'on mesure leur développement économique par des indices comme le produit intérieur brut, Moreau, 1995, ou des indicateurs de développement économique durable, Venard, 2013. Le manque d'attention des chercheurs pour ce type de crime est toujours d'actualité en ce début de XXIe siècle, Simpson, 2011. Une première raison est le manque de données qui décourage souvent l'apprenti chercheur. Le crime parfait ne laissant pas de traces, les informations collectées ne sont qu'une parcelle de la vérité criminelle. D'autre part, le manque de financement arrête souvent les velléités de recherche sérieuses. Enfin, la complexité du sujet freine les dernières ardeurs scientifiques. En effet, la corruption est souvent analysée en croisant des concepts et des cadres d'analyse issus des champs de la sociologie, du droit, de la gestion, de l'économie ou de la politique. Cette interdisciplinarité stimulante reste néanmoins une barrière intellectuelle pour les nouveaux entrants dans ce champ de recherche. Dans ce contexte difficile, le travail de Céline Caël est des plus audacieux en cherchant à réaliser une étude actualisée d'un problème qui gangrène la démocratie française, son manque de transparence. De prime abord, le sens commun devrait guider le législateur vers la plus grande fermeté, exigeant ainsi la plus parfaite transparence des élus afin de permettre à notre démocratie de bien fonctionner. Cependant, en dépit des tentatives récentes d'amélioration de notre système politique, Céline Caël montre avec rigueur les lacunes démocratiques françaises. Le manque d'intérêt des élus pour la transparence, le défaut de connaissances sur les dispositifs existants, le manque de moyens pour contrôler les informations collectées et sanctionner les manquements. La capacité des certains élus à se faufiler entre les mailles de la justice avec le recours parfois des électeurs, laisse sans voix l'observateur. Devant une telle situation, on pourrait opter pour le plus profond cynisme en cherchant son propre intérêt et en jetant même aux oubliettes son droit de vote. L'importance du taux d'abstention et la faible considération pour les élus en France en sont des signes. Une position cynique, désespérée et spectatrice n'est pas celle de Céline Caël qui montre dans son ouvrage les défaillances de notre système institutionnel et suggère aussi des perspectives d'amélioration et de recherche. C'est donc un travail pessimiste par ses constats de nos défaillances,
mais aussi revigorant en proposant des perspectives stimulantes de réflexion et d'amélioration. Référence. Haidt T 2011. Corruption and Sustainable Development. Ines Rose Ackerman and T. Sored, ed. International Handbook on the Economics of Corruption, Volume 2, UK, Cheltenham, Edouard Elgar. Moreau, p. 1995. Corruption and Growth. Quarterly Journal of Economics, 110-3, 681-712. Simpson. S. 2011. Making Sense of White Collar Crime, Theory and Research. Ohio State Journal of Criminal Law, Volume 8, pp. 481-502. Sutherland, E. 1949-1989. White Collar Crime. New York, Holt, Reinhardt and Winston. Venard B. 2013, Corruption, Institution and Sustainable Development. Economics Bulletin, Volume 33, numéro 4, pp. 2545-2562. Bertrand Venard. Professeur de stratégie, Audencia. Nantes. School of Management, France. Research Fellow, Wharton School, USA. Introduction. De nombreux pays dans le monde souffrent d'une corruption endémique qui entrave le développement économique, entame la démocratie, compromet la justice sociale et l'état de droit. Les États membres de l'Union européenne ne sont pas à l'abri de cette réalité. Quoique de nature et d'étendue variable, la corruption les touche tous. Dans les cas extrêmes, elle sape la confiance des citoyens dans les institutions et les processus démocratiques. C'est ainsi que commence le rapport de la Commission européenne sur la corruption, publié le 3 février 2014. 2 enquêtes estiment que plus de la moitié des personnes interrogées en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Estonie et en France considèrent la corruption comme un phénomène répandu. La corruption coûterait 120 milliards d'euros par an aux 28 pays membres de l'Union européenne, l'équivalent de son budget annuel. Dans un contexte de crise économique, c'est un chiffre qui résonne malgré sa potentielle inexactitude, un tel calcul étant, comme nous le verrons plus tard dans cet ouvrage, compliqué. La Commission s'est fondée sur les estimations de Transparency International, l'ONU, le Forum économique mondial et la publication Clean Business is Good Business 2009. Elle souligne de plus que la corruption met à mal la confiance des citoyens envers leurs institutions démocratiques. Un sondage TNS Sofres de septembre 2011 illustre ce propos. 72% des Français estiment que les élus sont plutôt corrompus. Cette stigmatisation s'exprime également à travers l'adage « tous pourris », dont les élus politiques souffrent au quotidien. La France ne fait donc pas exception. Les affaires de corruption semblent s'y être multipliées depuis les années 80, incriminant les membres des 2 courants politiques, alternativement au pouvoir depuis 30 ans. Elles s'apparentent toutes à une forme d'obscurité financière. Plusieurs noms ne seront pas sans évoquer de souvenirs au lecteur. Emmanuelli et l'affaire Urba, Karachi entre Balladur et Sarkozy, ce dernier, Bettencourt et L'Oréal, Guéant et l'affaire Tapie, Adidas et Christine Lagarde et enfin, les récentes affaires Cahuzac et Big Malion. Nous reviendrons sur ces affaires dans notre deuxième partie. Elles soulèvent toute la problématique d'un manque de transparence financière des élus politiques. La corruption est une attitude déviante associée d'une motivation particulière, celle du gain privé aux dépens du gain public. Elle est une manipulation du pouvoir par les élus politiques pour leurs intérêts personnels. Elle s'oppose théoriquement au régime démocratique, qui revêtent des idéaux forts comme l'égalité et la prévalence de l'intérêt public sur l'intérêt privé. Pourtant, comme le rapport de la Commission le montre, les démocraties ne sont pas épargnées par ce phénomène. La transparence financière est un élément clé ici puisqu'elle apparaît au croisement des concepts de démocratie et de corruption, comme nous le détaillerons en première partie. Elle sera de fait la clé de voûte de ce mémoire. Une transparence financière accrue pourrait limiter les affaires de corruption, puisque la plupart d'entre elles ont un lien clair avec le monde financier et la détention d'actifs en général. 2 types de transparence financière peuvent être distingués. La transparence financière auprès des différentes institutions administratives en charge de contrôle et celle envers les citoyens, également appelée publicité financière. Il ne s'agit pas d'établir ici un jugement de valeur concernant les pratiques de corruption et de délinquance financière,
si ce n'est dans le cadre d'un système démocratique tel que la France. Nous reviendrons plutôt sur les évolutions législatives françaises récentes dont le but est d'endiguer ce phénomène et leurs conséquences pour les élus politiques français. Le 11 octobre 2013, au lendemain de l'affaire Cahuzac, le texte de loi relatif à la transparence financière de la vie publique annonce la création d'une autorité administrative indépendante, la Haute Autorité pour la transparence financière de la vie publique. Cette haute autorité, mise en place à la suite d'un décret le 23 décembre 2013, est en charge de contrôler les déclarations de patrimoine d'un nombre étendu d'élus en début et en fin de mandat. Son aïeul, la Commission pour la transparence financière de la vie politique avait le même rôle, mais celui de la haute autorité est renforcé par de nouvelles prérogatives comme la nécessité pour les élus politiques de lui soumettre une déclaration d'intérêt, dans laquelle leurs anciennes et actuelles fonctions et missions doivent apparaître, un durcissement des sanctions en cas d'omission volontaire, une protection accrue des lanceurs d'alerte. D'autres mesures liées à la transparence financière sont prises au cours de l'année 2013 et au début de 2014. Le durcissement des conditions d'inéligibilité, 17 mai 2013, le renforcement de l'indépendance de la justice, 25 juillet 2013, l'étendue des circonstances aggravantes en cas d'abus de biens sociaux et la création des apostrophes. Un procureur financier, 6 décembre 2013. L'encadrement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.